Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio à Istanbul aujourd'hui en compagnie de Stéphane Blais. Stéphane, merhaba. Merhaba. Alors nous sommes ici à Istanbul. Kadıköy, oui. Exactement, un quartier où je viens régulièrement. Tu as choisi de vivre en Turquie, à Istanbul. Pourquoi ce choix? D'abord, moi je viens en Turquie depuis plus de 20 ans pour des raisons professionnelles. Je donne beaucoup de concerts ici et j'ai toujours adoré ce pays. Et ça faisait des années que je pensais à m'y installer ou en tout cas y venir plus souvent. Et puis il se trouve que ça, plus le fait de, on va dire, des quelques soucis que je peux avoir en France avec certains représentants d'une communauté, etc., j'ai un peu activé le pas. Mais je pensais de toute façon à venir m'installer ici depuis longtemps. Donc il y a 2 ans, je me suis installé. Voilà, et je suis du côté asiatique d'Istanbul. Je suis très heureux ici, l'atmosphère est extraordinaire. Et ce que j'aime aussi en Turquie, c'est justement que le peuple est resté, sans être aucunement raciste, c'est tout le contraire, mais extrêmement nationaliste dans le bon sens du terme, souverainiste, et qu'on peut parler de tout. Voilà, donc moi je me sens bien ici, j'ai plein d'amis turcs. Alors rappelons que tu es interprète, compositeur de piano, musique classique, mais aussi de musique traditionnelle en fait. Oui, c'est-à-dire que enfin, musique traditionnelle, j'ai fait un peu avec la Turquie ce que Liszt avait fait avec la rhapsodie hongroise, c'est-à-dire j'ai écrit une quinzaine de rhapsodies turques et ottomanes, d'après d'anciens thèmes folkloriques turcs ou ottomans, de Dede Effendi, de l'époque des sultans. Donc une musique qui est très belle, modale, très différente, qui n'avait jamais été utilisée dans le classique. Et j'ai écrit donc des rhapsodies turques et ottomanes pour piano et puis aussi des œuvres pour orchestre, piano et orchestre. Et je les joue souvent ici, mais elles sont jouées souvent à l'étranger. Par exemple, là il y a l'Orchestre national de Hongrie qui vient d'enregistrer ma fantaisie ottomane, donc ça se diffuse pas mal. Ouais. La Turquie est un pays que nous partageons l'appréciation, l'amour de ce beau pays et cette culture. Comment tu vois la situation économique, politique et certainement et même culturelle de la Turquie aujourd'hui voilà, on est presque en 2020, donc voilà, en ce début du 21e siècle. La situation économique, elle est bien meilleure, enfin elle est bien moins mauvaise que ce qu'on dit évidemment en Europe, ça on sait qu'on ne peut pas faire confiance. Il est clair que ce qui a fait le succès d'Erdogan et de son parti de l'AKP depuis 2002, c'est effectivement que le pouvoir d'achat des Turcs a triplé et que l'économie tenait bien le coup. Elle tient encore le coup, mais il faut admettre qu'il y a eu un choc il y a 1 an à peu près, avec, on sait bien qu'il y a eu une attaque des États-Unis contre la lire turque, surtout évidemment pour essayer de punir le président turc, de se rapprocher de la Russie, enfin ça je crois que tout le monde le sait maintenant. Mais contrairement, et moi j'avais dit dès le début, contrairement à ce qui était annoncé, à savoir que ça allait être apocalyptique et que vraiment la livre allait s'effondrer, il y a eu des secousses. Effectivement on sent quand même qu'il y a une inflation qui monte, qui n'existait pas avant, mais la livre turque résiste quand même très bien et on est loin de la situation calamiteuse à laquelle on essaie de nous faire croire en Europe, même si effectivement depuis 1 an il y a une inflation qui monte en effet. Alors la population turque est moderne, elle s'est considérablement, son pouvoir d'achat s'est considérablement accru ces derniers 20-30 ans. Est-ce qu'elle est contente de la situation actuelle? Si tu veux, toujours. On n'est jamais content, tout le monde veut toujours plus. Il est vrai qu'il y a une inflation, j'ai déjà dit, mais disons qu'on ne voit pas de gens, on ne voit pas de grand-mère ou de grand-père efflués dans les poubelles pour essayer de se nourrir. Donc il n'y a pas cette misère qu'on peut connaître en Europe. Maintenant, évidemment, il y a quand même un peu de chômage et d'inflation. Depuis 2002, il n'y en avait pas du tout. La livre turque était très très stable. Elle est stable à nouveau, mais il y a eu encore une fois ce choc il y a 1 an. Mais bon, évidemment, le peuple a des exigences qu'il a raison d'avoir, mais la plupart des gens quand même savent très bien que ça pourrait être pire et qu'en tout cas, on est très très loin de la situation calamiteuse qui est décrite un peu partout. Maintenant, au niveau politique, de toute façon, on est dans un pays où il y a quand même deux grandes tendances. Il y a ce qu'on appelle les kémalistes, c'est-à-dire les turéféraires de Mustafa Kemal, la République turque dite laïque. Et
appuie ce qu'on appelle les néo-ottomans. Donc le parti d'Erdogan, c'est le parti néo-ottoman. Voilà, et on voit que pour la première fois, depuis qu'Erdogan est au pouvoir, la Turquie a cessé d'être à la botte des États-Unis, ce qui était quand même le cas avant. Et on voit, comme je l'annonçais déjà il y a plus de 5-6 ans, le rapprochement spectaculaire avec la Russie, et pas seulement sur les achats d'armes, etc., mais il y a vraiment un lien même de cœur qui se fait. Il suffit d'aller en Antalya, tu vas en Antalya, et il y a un nombre absolument considérable de Russes, il y a presque autant de Russes que de Turcs. Donc il y a vraiment des échanges de plus en plus forts, il y a vraiment un lien très profond qui est en train de se créer entre ces deux pays, même sur le plan culturel d'ailleurs. La Turquie retrouve peut-être ce qu'elle n'a jamais arrêté d'être, c'est-à-dire un pays pivot stratégique, le lien entre le nord, le sud, l'Occident, le Moyen-Orient, voire l'Orient. Tout à fait, d'ailleurs ça survit en dépend, bien entendu, pour ne pas être attaqué, pour rester un pays souverain. D'ailleurs le président turc dit toujours on n'a pas à choisir entre les États-Unis et la Russie, entre l'Europe et l'Asie. Bon, la Turquie elle est sur les deux côtés en même temps. Simplement, on constate que, étant donné que la Turquie d'Erdogan est un pays souverain, il y a un refus qui est tout à fait compréhensible et justifié de ne pas se soumettre à l'OTAN. Voilà, et pas plus à l'OTAN qu'à autre chose. Donc la Turquie protège ses intérêts, sa sécurité, et donc effectivement on voit, d'ailleurs on parle de plus en plus de la Turquie sur le plan international parce qu'elle refuse de se soumettre. Elle n'est pas une base pour quoi que ce soit. Voilà. Mais les liens avec la Russie, le Venezuela, la Chine, l'Iran se renforcent. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors, dans le scénario que j'explique par exemple dans mon premier livre et qui sortira bientôt en turc, en cas d'effondrement de l'Occident, surtout de l'Europe occidentale et peut-être des États-Unis, comment tu vois la possibilité de la Turquie de se retourner et de tirer son épingle du jeu, en tout cas dans cette région, voire au-delà? Déjà, le fait des nouveaux rapports, même avec la Chine, il y a beaucoup de commerce entre la Turquie et la Chine, il y a énormément de choses qui se passent, sont très intéressantes en ce moment. La Turquie a quand même toujours une longueur d'avance là-dessus. Ils savent très bien ce qui se passe en Europe, ils voient très bien l'état dans lequel se trouve l'Europe. Ils savent très bien aussi que les États-Unis se raidissent de plus en plus parce que c'est juste une question de temps où le dollar finira par s'effondrer. Mais bon, je veux dire, ça n'a pas changé vraiment, enfin je ne vois pas en quoi ça influerait trop directement sur la Turquie, puisque la Turquie fait des affaires avec qui veut bien en faire, et puis voilà, à partir du moment où on respecte son territoire, pour l'instant la politique de la Turquie sur le plan sécuritaire, c'est d'essayer d'empêcher des terroristes du PKK ou autres de rentrer de la Syrie en Turquie, ce qui est quand même un problème qu'on sous-estime en Europe, parce que je rappelle que le PKK c'est quand même 40 000 morts depuis 1984. Donc effectivement il y a cette inquiétude avec le grand bordel syrien auquel on assiste de voir des terroristes entrer sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est une des priorités de la Turquie d'empêcher non seulement le PKK mais des agents terroristes de profiter des larges frontières pour entrer. Voilà, pour l'instant c'est un peu ça qui se joue. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis francophones qui nous regardent et qui voudraient visiter la Turquie? De le faire déjà évidemment, c'est un pays absolument magnifique. Bon, évidemment il faut voir Istanbul. Je leur dirais déjà que s'ils viennent à Istanbul, qu'ils fassent comme ce qu'on est en train de faire nous deux d'ailleurs, c'est-à-dire de ne pas rester, parce qu'en général les touristes restent ce qu'on appelle du côté Europe, parce que je rappelle qu'Istanbul est partagé en deux entre le côté Europe et le côté asiatique. En fait le côté Europe c'est là où il y a la plupart des musées effectivement, où il y a Dolmabahçe, Topkapı, etc. Mais tu prends le bateau et en 20 minutes tu es de l'autre côté, le côté où j'habite, le côté où on est en ce moment, qui est plus résidentiel, où il y a très peu de touristes et qui est beaucoup plus typique. C'est vraiment autre chose, c'est comme deux villes différentes. Et pour ceux qui viennent à Istanbul, il faut absolument qu'ils prennent le temps de voir le côté, ce qu'on appelle Anadolu, le côté asiatique, la rive asiatique d'Istanbul qui est sublime. Donc de voir Kadıköy, Fenerbahçe, Göztepe, je partage, c'est pour ça que je loge toujours de ce côté-ci de la ville quand je viens.
Stéphane, voisins. à une prochaine alors. Alors, à une Teşekkür. prochaine. Yeşil değil.